Mesdames, Messieurs, chers amis, nous sommes le 1er avril 2020. Ce que je vais vous raconter n'est toutefois pas un poisson d'avril. Ceci est une capsule d'information destinée à faire un résumé des différentes mesures d'aide qui ont été prises dans le cadre de la crise que nous connaissons aujourd'hui suite à la pandémie de coronavirus. Voilà, je vous avais montré qu'il fallait bien se protéger, porter un masque le plus souvent, mais ça va quand même être beaucoup plus facile de vous parler comme ceci. Donc le but est de faire un petit résumé, puisqu'il y a de l'information qui circule un petit peu partout. Le SPF Finance a annoncé les premières mesures le 6 mars, mais elles ont été complétées les 18, 24, 27, 29 et hier encore 31 mars. On a encore appris quelque chose de nouveau, même s'il ne s'agit pas véritablement d'une mesure d'aide proprement dite. Je vais y revenir. Bien évidemment, vous disposez sur le site des finances, finance.belgium.be, de toute l'information nécessaire, mais nous avons pensé utile de vous présenter un petit résumé de toutes ces mesures. Alors, la première mesure consiste en l'octroi de plans de paiement et d'exonération des intérêts de retard. En fait, ce n'est pas nouveau. Chaque fois qu'un contribuable éprouve des difficultés quelconques, financières essentiellement, il peut demander d'obtenir un plan d'appurement ou un plan de paiement, mais ce n'est pas toujours facile, il faut bien en convenir. Les mesures qui sont prévues ici et présentées par le Finance consistent à dire que les entreprises peuvent demander. Et quand on dit entreprise, ce sont aussi bien les personnes physiques que les personnes morales, mais qui dit entreprise dit qu'il faut disposer d'un numéro d'entreprise et qui rencontrent effectivement des difficultés financières, mais en raison et uniquement de la propagation du coronavirus, et qui peuvent effectivement le démontrer. Donc comment peut-on démontrer qu'on rencontre des difficultés suite à la pandémie? Par exemple, une baisse significative du chiffre d'affaires, une baisse significative également des commandes ou des réservations, des effets de réaction en chaîne avec des entreprises partenaires, etc. Alors ces mesures qui vont permettre d'obtenir un plan de paiement plus facilement, espérons-le, et l'exonération des intérêts de retard, portent à la fois sur le précompte professionnel, la TVA, et les impôts directs, impôts des personnes physiques, impôts des sociétés et même l'impôt des personnes morales. J'ai dit qu'il pouvait s'agir de la demande d'un plan de paiement, d'une exonération des intérêts de retard, mais aussi de la remise des amendes qui seraient infligées pour non-paiement de la dette fiscale. Vous allez me dire que l'administration n'a pas besoin de les infliger à l'heure, mais ça se fait souvent de manière automatique. Comme toujours, ce n'est pas ouvert à tous, vais-je dire. On a vu qu'il fallait éprouver des difficultés financières liées au coronavirus et l'éprouver, mais il faut que l'entreprise en question ait respecté toutes ses obligations en matière de déclaration. L'administration a toujours exigé que le respect des rentrées de déclaration soit respecté. Et c'est sans oublier que les fiduciaires sont confrontés à d'énormes difficultés pour le moment, c'est d'obtenir l'information nécessaire. Pas conseillé du tout de se rendre chez les clients chercher les documents qui sont nécessaires pour l'établissement des déclarations. Et ces clients ne sont pas invités non plus à se déplacer pour venir déposer leurs documents. Et tout le monde, tant loin s'en faut, n'est pas encore entièrement digitalisé. Donc la mesure de soutien sera retirée, ça c'est aussi un grand classique de l'administration, si le plan de paiement qui était accordé n'est pas respecté, sauf si on demande avant l'expiration ou avant qu'on ait des difficultés, sauf si on prend contact avec l'administration pour l'en informer. Et bien évidemment est également visé le cas de survenance d'une procédure collective d'insolvabilité, faillite, réorganisation judiciaire, dont on craint une explosion, bien entendu, et bien malheureusement. Alors l'entreprise qui estime pouvoir bénéficier de ces mesures de soutien, donc on dit bien société et les indépendants,
doit introduire une demande à cet effet, pas une demande globale pour toute sa dette fiscale, mais bien une demande par dette, et elle a un délai pour ce faire qui est prévu jusqu'au plus tard le 30 juin 2020, et ce, dès que l'on reçoit l'avertissement extrait de rôle ou bien l'avis de paiement. Alors la demande, évidemment cette demande est formalisée, il y a un modèle de formulaire qui est disponible sur le site internet du SPF Finance. On peut l'envoyer par mail ou par courrier. Si on l'envoie par courrier, c'est au centre de recouvrement compétent et l'administration s'est engagée à répondre systématiquement à ces demandes dans un délai de 30 jours. Donc voilà, plan de paiement, plan exonération des intérêts de retard, remise des amendes, ce sont des mesures qui existent déjà en temps normal pour les contribuables qui sont en difficulté. Ici, on a compris que c'est véritablement ciblé sur les entreprises qui éprouvent des difficultés financières suite à la propagation donc, du Covid-19. En matière de TVA, c'est là que les déclarations sont les plus nombreuses et se suivent le plus rapidement, comme on sait. Donc la déclaration TVA relative au mois de février 2020 ne doit être introduite que pour le 6 avril. C'est tout prochainement, bien sûr, j'imagine, avec l'info dont on dispose pour pouvoir l'élaborer, bien sûr. À ce sujet, dans toute la mesure du possible où tout peut se passer normalement, n'hésitons pas à le faire. Et puisque s'il y a des délais de report, bien évidemment, il faudra récupérer tout cela alors que la vie va reprendre, bien sûr. La déclaration TVA relative au mois de mars 2020 et pour les trimestriels relative au premier trimestre de 2020 doit être introduite pour le 7 mai 2020. Et les starters ou les assujettis TVA qui ont une autorisation pour la restitution mensuelle et qui souhaitent bénéficier du remboursement mensuel de leur crédit TVA obtiennent également un report, mais eux seulement jusqu'au 24 du mois qui suit la période de déclaration. On a compris que les mesures dont je vous propose un résumé dans la présente capsule, sont susceptibles d'évoluer encore par la suite. Je vous donne, en ayant vérifié tant que faire se peut la fiabilité des informations que je vous donne, où on en était à l'heure actuelle. Alors le relevé intracommunautaire relatif au mois de février doit également être introduit pour le 6 avril et celui relatif au mois de mars ou au premier trimestre 2020 doit être introduit pour le 7 mai 2020 également. Ce ne sont pas des délais extraordinaires, on l'a bien compris. La liste annuelle des clients assujettis, elle, doit être introduite pour le 30 avril au lieu du 31 mars, soit un mois de plus. Et en cas de cessation d'activité, le listing doit être introduit au plus tard à la fin du 4e mois qui suit l'arrêt des activités au lieu du 3e mois, comme on s'y était habitué jusqu'à présent. Alors, un report automatique de 2 mois pour le paiement de la TVA, sans devoir payer d'amende ou d'intérêt, a été décidé. Intérêt de retard, bien sûr. Donc, concrètement, il y a lieu de payer la TVA relative au mois de février 2020 pour le 20 mai 2020, la TVA relative au mois de mars 2020 ou le premier trimestre 2020 pour le 20 juin 2020. D'ici là, on devrait normalement y voir plus clair. Mais à nouveau, comme je l'ai dit tout à l'heure, la difficulté est d'obtenir évidemment tous les documents des clients pour pouvoir confectionner, compléter ces déclarations. La restitution accélérée de la TVA pour la déclaration mensuelle de février 2020 a également été décidée. Elle consiste en quoi ? Tous les déposants de déclaration TVA mensuelle, même ceux qui n'ont pas d'autorisation de remboursement mensuel et ceux qui ne sont pas considérés comme des starters, peuvent, sur demande à nouveau, bénéficier d'un remboursement accéléré du crédit TVA au plus tard au 30 avril 2020
soit, on l'aura compris, avec un voire plusieurs mois d'avance sur le délai habituel. Au cas où les intéressés n'auraient pas exercé cette option dans leur déclaration déjà déposée, ils peuvent encore exprimer leur choix. Attention, c'est jusqu'au 3 avril 2020, le délai est très court, en corrigeant leur déclaration de février 2020 via Intervat. Selon le cabinet du ministre des Finances, 16 000 entreprises qui effectuent des déclarations mensuelles TVA pourraient bénéficier de cette mesure si elles le souhaitent. Un troisième aspect concerne le précompte professionnel. En la matière également, un report automatique de 2 mois pour le paiement du précompte professionnel sans devoir payer d'amende ni d'intérêt de retard, bien évidemment, a également été décidé. Ainsi, le précompte professionnel relatif au mois de février 2020 doit être payé pour le 13 mai 2020, celui relatif au mois de mars 2020 ou au premier trimestre 2020 doit être payé pour le 15 juin 2020. On relaye, évidemment, nous recevons beaucoup de demandes de votre part, on relaye toutes celles qui ont du sens. La question était posée notamment de savoir pourquoi une mesure analogue n'a pas été prise en matière de précompte mobilier. Je crois savoir que c'est parce que le précompte professionnel, il y a une obligation de le verser puisque les salaires doivent l'être. En matière de revenus mobiliers, c'est une décision de les octroyer ou pas. Et dans la mesure où on décide d'octroyer 100 et que l'on dispose des liquidités pour ce faire, verser 70 aux bénéficiaires du revenu et ne pas verser les 30 de précompte mobilier au Trésor, ça n'a évidemment pas beaucoup de sens. Les deux restent liés, bien évidemment. Le paiement des impôts directs, que ce soit l'IPP, l'ISOC, l'INR ou l'IPM, un délai supplémentaire de 2 mois est également et automatiquement accordé, en plus du délai normal, bien entendu. Mais attention, le report s'applique pour le décompte des impôts, exercice d'imposition 2019 qui sont établis à partir du 12 mars 2020. Ceci laisse entendre que pour tous les enrôlements qui sont antérieurs à cette date, il n'y a pas d'octroi automatique de ce délai supplémentaire de 2 mois. On peut évidemment le regretter, c'est ce qui se passe dans l'état actuel des choses. La rentrée des déclarations en personne morale, donc ISOC, INRSOC et IPM, avec une date limite d'introduction du 16 mars au 30 avril 2020 inclus, doivent être introduites au plus tard le jeudi 30 avril à minuit. Bon, ça ne concerne pas grand monde non plus, puisqu'il fallait tomber juste dans le petit créneau. C'est ça une des difficultés de toutes ces mesures d'aide, c'est de bien voir dans quelle mesure on est bien dans le créneau de date qui est concerné. Un sixième point, je voudrais aborder avec vous la question des réductions de valeur sur créances commerciales. On insiste bien sur le fait qu'il ne peut s'agir que de créances commerciales. On sait que les réductions de valeur de l'espèce qui sont comptabilisées par les entreprises en vue de faire face à des pertes qui sont nettement précisées et que les événements en cours rendent probables sont exonérées à certaines conditions et dans certaines limites. Le support légal, c'est l'article 48 du Code et les mesures d'exécution 22 à 27 de l'arrêté d'exécution du Code des impôts sur les revenus. On sait également que cette probabilité de risque de perdre ne peut pas résulter d'un simple risque d'ordre général, mais bien de circonstances particulières, créance par créance, qui sont survenues au cours de la période imposable et qui subsistent à l'expiration de celle-ci. Excusez-moi, je pense que je regarde le micro plutôt que de regarder l'objectif. Je vais essayer de me concentrer sur l'objectif pour vous regarder en direct via toute cette technologie, bien évidemment. Alors, pourquoi aborde-t-on ce sujet? Parce que par une circulaire du 23 mars 2020, donc toute récente, l'administration a indiqué
que la crise du coronavirus peut être considérée comme une circonstance particulière qui justifie l'exonération donc fiscale des réductions de valeur sur créances commerciales détenues sur des entreprises qui accusent un retard de paiement de ces créances qui résultent directement ou indirectement des mesures qui ont été prises par le gouvernement en matière de confinement, de cessation d'activité économique, etc. Alors, aucun changement en ce qui concerne la justification et notamment la fourniture d'un relevé. C'est un relevé 204.3 qui, de manière habituelle, doit reprendre pour chaque créance, c'est important, outre l'identité et l'adresse du débiteur, le montant de la créance et de la réduction de valeur qui a été comptabilisée avec, bien évidemment, une justification individuelle aussi. Et c'est ici que cette circulaire apporte peut-être un petit peu de souplesse puisque l'administration annonce qu'elle devrait faire preuve de souplesse dans l'appréciation des difficultés de recouvrement dans le chef des sociétés débitrices, mais dont le chiffre d'affaires a été considérablement impacté par les mesures de confinement imposées par le gouvernement fédéral. On ne sait évidemment pas du tout ce que veut dire considérablement. Mais tout cela, bien sûr, concerne l'année 2020. En droit comptable, vous savez mieux que moi qu'il est possible, voire recommandé, de tenir compte des éléments qui sont postérieurs à la date de clôture de l'exercice, mais avant l'Assemblée générale, et qui apporteraient une information complémentaire relative à l'évaluation d'un ou de plusieurs éléments de l'actif ou du passif tels qu'ils existaient au moment de la clôture de l'exercice. Si nécessaire, je vous renvoie à un excellent avis de la Commission des normes comptables à ce sujet, l'avis 2018/08 du 9 mai 2018. Mais en matière fiscale, vous savez que les conditions sont plus strictes que comptables. La comptabilité, c'est basé, bien sûr, sur le principe de prudence, essentiellement. Mais en matière fiscale, pour qu'une réduction de valeur sous créance commerciale qui a été prise en compte dans la comptabilité puisse être exonérée fiscalement, c'est ça évidemment le but, elle doit notamment être née au plus tard à la date de clôture de l'exercice et le risque doit évidemment perdurer au-delà de celui-ci. Le risque de perte lié au coronavirus, donc un risque de perte en mars, avril, etc., 2020, était-il lié au coronavirus, était-il présent le 31 décembre 2019 pour toutes celles qui clôturent au 31 décembre 2019? Permettez-moi d'en douter. On pourrait bien sûr se baser, c'est un petit clin d'œil, sur le fait que c'est bien le 31 décembre 2019 que la Chine a informé l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, pour la première fois de l'existence de ce qu'ils appellent dans leur jargon une grappe de cas. Mais là, il faudrait que l'administration fasse preuve de beaucoup de souplesse, me semble-t-il, pour admettre que le risque existait pour les entreprises belges au 31 décembre 2019. Ce n'est donc, à mon sens, pas envisageable, mais bien évidemment, ce l'est pour l'année 2020, exercice d'imposition 2021 pour la plupart. Alors, en matière de décision anticipée, c'est une 7e mesure. Le SDA a mis sur son site un modèle de formulaire pour les demandes de décision anticipée relatives aux frais propres à l'employeur pour le télétravail, qui seraient imposés dans le cadre des mesures gouvernementales pour le Covid-19. En tout cas, cela concerne les employeurs qui souhaiteraient accorder temporairement une indemnité de travail pour cette raison, mais on sait que ceci existe depuis longtemps déjà. L'ONSS propose un forfait qui, quand il couvre tout, est de l'ordre de mémoire de 126 € par mois, maximum à partir du 1er janvier 2020. Il est, à mon avis, difficile d'aller au-delà. Et tous ceux qui fonctionnaient déjà comme ça, toutes les entreprises pour lesquelles il y avait déjà du télétravail, ne doivent évidemment pas
modifier quoi que ce soit, sauf à respecter les plafonds et ne pas tout à coup les surmultiplier comme la tentation pourrait être forte, bien évidemment. Et on rappelle que passer par le SDA permet d'obtenir une sécurité juridique, on va dire, renforcée, mais ce n'est pas une obligation. Dans un 8e registre, je voudrais vous parler d'une mesure très spécifique qui concerne les travailleurs frontaliers français. Donc, on sait que ces travailleurs, les travailleurs frontaliers français, peuvent encore bénéficier du régime des travailleurs frontaliers qui est prévu par la Convention franco-belge jusqu'en 2033 au plus tard, avec pour conséquence qu'ils restent, contrairement aux règles qui s'appliquent à l'inverse, les frontaliers belges, ils restent imposables dans leur état de résidence, à savoir la France. Mais dans ce contexte, donc en vertu de ce régime, le travailleur peut quitter au maximum 30 jours par année civile la zone frontalière belge dans l'exercice de ses activités rémunérées. Il va de soi que, à la suite des mesures de confinement, de nombreux travailleurs français vont être amenés à effectuer davantage de télétravail dans les semaines à venir, et donc en dehors de la zone frontalière belge, puisqu'ils resteront en France, avec comme conséquence évidente que la limite de 30 jours pourrait être rapidement dépassée. Alors, l'administration a rappelé qu'il existait une liste dans le protocole additionnel du 12 décembre 2008 de la Convention franco-belge relative à la double imposition, des cas de sortie de la zone frontalière qui ne doivent pas être pris en compte pour l'application de la limite des 30 jours. Et un de ces cas concerne le cas de force majeure en dehors de la volonté de l'employeur et du travailleur. On est bien dans ce contexte. Les autorités belges et françaises se sont entendues et estiment que l'ensemble des caractéristiques d'un cas de force majeure sont bien réunies par la situation actuelle qui est liée au coronavirus. Dès lors, il a été décidé qu'à partir du samedi 14 mars 2020, la présence d'un travailleur français à son domicile en France, notamment mais pas exclusivement pour y effectuer un télétravail, ne sera pas prise en compte pour ce calcul du fameux délai des 30 jours, et cette mesure est applicable jusqu'à nouvel ordre, donc pendant toute la période de confinement, bien évidemment. Une mesure analogue, même si on ne joue pas tout à fait dans le même registre, une 9e mesure dont je voudrais vous parler, qui est relative à la convention préventive de la double imposition belgo-luxembourgeoise. En vertu de cette convention, le résident d'un État contractant, donc soit de Belgique, soit de Grand-Duché, qui exerce un emploi salarié dans l'autre État contractant, en ce sens qu'il doit y être physiquement présent, est en principe imposable dans cet autre État, donc l'État d'occupation, sur les rémunérations perçues au titre de cet emploi salarié. En 2015, vous vous rappelez sans doute, la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg sont convenus d'une tolérance à ce sujet, qui consiste en ceci: le travailleur qui, au cours d'une période imposable, est physiquement présent dans un autre État que son État d'occupation habituel pour y exercer un emploi durant une ou des périodes n'excédant pas, au total 24 jours, est considéré comme exerçant effectivement son emploi dans l'état d'occupation durant toute la période imposable. À nouveau, les mesures relatives au coronavirus encouragent de nombreux travailleurs à travailler depuis leur domicile, de sorte qu'ils risquent de dépasser le plafond de 24 jours. C'est la raison pour laquelle les autorités belges et luxembourgeoises ont décidé, en date du samedi 14 mars 2020, qu'à dater de la date du samedi 14 mars 2020, la présence d'un travailleur à son domicile
et notamment pour y faire du télétravail, ne sera pas prise en compte, décidément, dans le calcul de la période de 24 jours. Et cette mesure est également applicable jusqu'à nouvel ordre. Les autorités administratives des différents pays restent en contact, bien évidemment. 10e mesure pour rester dans les impôts directs, mais qui n'en est pas une. Nous avons appris hier par voie de presse que les parents qui avaient inscrit des enfants des camps de vacances pendant les vacances de Pâques, mais qui sont tous annulés, bien évidemment, étaient invités à ne pas demander le remboursement des sommes qu'ils avaient payées pour ne pas mettre en difficulté toutes ces associations qui avaient organisé ces camps et ont eu des frais à exposer déjà dans ce cadre. Il est indiqué que si on ne demande pas le remboursement, ce qui est encouragé par tous les ministres compétents en la matière, ils doivent être 3 ou 4, la réduction fiscale serait quand même accordée, donc les 11,20 € de frais de garde par jour. Mais bien évidemment, si on a payé et qu'on n'est pas remboursé, la réduction d'impôt sera accordée. Il n'a jamais été exigé que l'enfant soit effectivement présent à la manifestation à laquelle il était inscrit. Alors, j'en terminerai en sortant de la fiscalité proprement dite, en allant dans la parafiscalité, pour aborder très brièvement des mesures prises en matière de sécurité sociale. L'ONSS a également annoncé un certain nombre de mesures et on croit pouvoir relever notamment des informations données, le report au 15 décembre 2020 de tous les paiements à effectuer à partir du 20 mars 2020. Dans certains cas, ce report est d'application automatique, par exemple pour les commerces et les magasins qui sont touchés ou concernés par une fermeture obligatoire. Dans les autres cas, il ne s'applique qu'après déclaration sur l'honneur préalable. Il s'agit donc des entreprises autres, mais qui sont fermées parce qu'elles se trouvent dans l'impossibilité de respecter les normes, les mesures sanitaires qui ont été décidées. C'est un peu plus complexe, ce n'est pas mon domaine de prédilection, vous le savez. Pour plus d'informations, je vous invite à consulter le site internet de l'ONSS, donc c'est onss.fgov.be. Vous allez, j'imagine, suivre cela du côté de l'expression française du site. Vous cliquez ensuite sur coronavirus, mesures pour les employeurs, où vous obtiendrez tout le détail. Voilà, j'espère avoir fait un résumé correct des mesures d'aide qui ont déjà été prises aujourd'hui concernant la fiscalité essentiellement, et puis cette petite mesure, elle n'est pas petite, mais la mesure concernant le paiement de l'ONSS. Je vous remercie, j'espère avoir été clair. Prenez bien soin de vous et j'espère que nous pourrons nous revoir dans d'autres circonstances le plus rapidement possible. Merci.